Bonjour, ravi de vous retrouver une autre fois sur la plateforme Enseignement à distance. Après avoir vu la physiologie de l'appareil génital mâle, je dois entamer avec vous l'appareil génital femelle du point de vue organisation et physiologie. On commence par grand A, la physiologie de l'appareil génital de l'homme et de la femme, précisément petit 3, l'organisation et physiologie de l'appareil génital féminin. Vous voyez l'appareil en vue de profil, une autre vue de face du même appareil. Maintenant, on va faire la notation des éléments constitutifs de cet appareil génital femelle. Premièrement, le premier élément, c'est la fente vulvaire. Le deuxième élément constitue la grande lèvre. Le troisième élément représente la petite lèvre. Quatrième, le numéro 4, représente la vulve. Numéro 5 représente l'orifice du vagin. Le numéro 6, c'est du vagin. Le numéro 7, c'est le col de l'utérus. Le numéro 9, c'est les muscles utérins. Et le numéro 10, c'est la muqueuse utérine. Et le numéro 8, c'est la cavité de l'utérus. Voilà. Le numéro 9, c'est, comme j'avais dit, la paroi musculaire. Le numéro 10, encore, c'est la muqueuse utérine, à ce niveau-là. Le numéro 11, c'est l'oviducte, ou bien la trompe de Fallope. Numéro 12, comme j'avais dit, c'est le canal ovarien ou bien l'oviducte. Le numéro 13, c'est de l'ovaire. On a deux gonades appelées ovaires. Le numéro 13, c'est de l'ovaire. Le numéro 14, c'est l'ovule expulsé. Numéro 15, c'est le ligament qui lie l'ovaire au muscle utérin. Et le numéro 16, c'est le pavillon. Et le 17, c'est le clitoris. Maintenant, je dois réorganiser ces éléments en gonades. Les gonades, elles sont représentées, elles représentent les deux ovaires. Les voies génitales, on commence par le vagin, la vulve, le vagin, le col de l'utérus, l'oviducte et le pavillon. Il nous reste à déterminer les éléments qui représentent les glandes, ou bien les glandes annexes. Ce sont les glandes appelées les glandes de Bartholin. Ils se trouvent au niveau du vagin, ainsi que l'organe copulateur représenté par le vagin. Voilà, ce tableau va résumer ce que je viens de dire. Les gonades sont représentées par deux ovaires. Les voies génitales, premièrement la vulve, deuxièmement le vagin, troisièmement le col de l'utérus, quatrièmement l'utérus, cinquièmement l'oviducte et enfin le pavillon. Pour ce qui concerne les glandes annexes, on parle de deux glandes de Bartholin qui se trouvent au niveau du vagin et enfin l'organe de copulation représente le vagin. Maintenant, on passe à étudier l'élément le plus important de l'appareil génital femelle. Il représente de l'ovaire. On commence par des structures longitudinales et les structures transversales. On commence par une coupe longitudinale au niveau de l'ovaire. Voilà ici. On a deux figures. La figure A, elle représente une photo d'une coupe longitudinale au niveau de l'ovaire. Et la figure B, c'est un schéma explicatif. Vous voyez, ce schéma explicatif nous montre deux zones essentielles, une zone corticale, ou bien une zone périphérique, et une zone médulaire. La zone corticale ou périphérique, représentée par, ou bien elle contient un certain nombre d'éléments ovoïdes, diffèrent selon la forme, et la partie médulaire
il est très riche, il est très vascularisé, très riche en vaisseaux sanguins. On observe ces éléments qui sont différents du point de vue taille. On identifie les follicules primaires, les follicules mûrs, ou de graphe, et les follicules secondaires et les follicules tertiaires. Lorsqu'on peut les classer du point de vue du développement, on commence par les follicules primaires, les follicules secondaires, les follicules tertiaires, où apparaît une cavité ou bien en entrale. Vers la fin, on obtient une follicule avec une cavité qui gouverne, ou bien qui englobe l'ovule, appelé ce follicule, le follicule mûr, ou bien le follicule de graphe. En résumé, l'ovaire est constitué de deux zones essentielles, la zone médullaire, ou bien la zone centrale, comme on a déjà expliqué. Il est constitué, il est sous forme d'un tissu conjonctif riche en vaisseaux sanguins. Par contre, la zone corticale ou bien périphérique, elle est riche en structures globulaires appelées follicules, comme on a déjà vu. Ces derniers montrent différents stades qui montrent qu'il y a un état de développement. Après l'anatomie de l'appareil génital femelle, on passe maintenant à déterminer le rôle de l'ovaire, qui est l'organe le plus important de cet appareil génital chez la femme. Pour le faire, on réalise une série d'expériences qu'on va interpréter par la suite et déduire le rôle de cet organe. Premièrement, la première expérience, l'ablation des ovaires chez une souris, ou bien l'ovarectomie. On va voir les résultats de cette expérience avant la puberté et après la puberté. Avant la puberté, on obtient le résultat de cette expérience induit à la stérilité de la souris, l'arrêt de développement des organes sexuels et absence des caractères sexuels secondaires. Après la puberté, toujours la stérilité et la régression des caractères sexuels secondaires. La deuxième expérience, c'est l'ablation de l'ovaire toujours chez la souris, puis greffe de l'ovaire sous la peau ou injection des extraits ovariens. On observe avant la puberté une stérilité toujours, mais il y a une reprise de développement des organes sexuels et apparition des caractères sexuels secondaires. Après la puberté, la stérilité toujours, qui réside de l'absence de la production des ovules et le rétablissement des caractères sexuels secondaires. Voilà, on passe à l'interprétation. La première expérience, qui est l'ablation de l'ovaire, on peut dire que l'ovaire est responsable, puisque la stérilité, c'est-à-dire l'ovaire, est responsable de la production des ovules, puisqu'il y a une disparition des caractères sexuels secondaires, on peut dire que cet organe est responsable de l'apparition et le maintien des caractères sexuels secondaires. Pour l'injection ou bien greffe de l'ovaire à cette souris ovarectomie, les résultats, la stérilité et la régression, ou bien le rétablissement des caractères sexuels secondaires, on peut dire que les ovaires agissent par l'intermédiaire des hormones. Voilà, pour la déduction, on peut déduire que les deux ovaires jouent deux rôles importants. Le premier rôle, c'est la production des ovules, c'est-à-dire les gamètes femelles. Le deuxième rôle, c'est la sécrétion des hormones responsables du développement des caractères sexuels primaires et l'apparition et le maintien des caractères sexuels secondaires. Les hormones sexuelles sécrétées par l'ovaire sont de deux types, sont les oestrogènes. Il y a plusieurs hormones qu'on classe parmi les oestrogènes, mais la plus utilisée, c'est l'œstradiol et la progestérone. Maintenant, on va voir
la relation fonctionnelle entre l'ovaire et l'utérus. Ça veut dire qu'on parle d'un cycle utérin, cycle ovarien et les hormones ovariennes. Premièrement, on commence par les cycles utérins, ovariens et hormones ovariennes. En vous basant sur le document ci-dessous, on va décrire l'évolution des différents phénomènes étudiés, puis on va déduire la relation possible entre eux, c'est-à-dire la relation entre l'ovaire et l'utérus. Voilà, on passe à ce document qui résume, ou bien qui explique, qui montre, pardon, le cycle ovarien, les hormones associées à ce cycle des hormones ovariennes, puis le cycle de l'utérus. On va commencer à expliquer ce qui se passe au niveau de chaque organe. On va faire une analyse de ce schéma qui regroupe à la fois l'ovaire et l'utérus et les hormones associées à l'ovaire. On voit que le cycle ovarien, on peut le subdiviser en trois parties, ou bien en trois phases. La phase folliculaire et la phase lutéale est séparée par un phénomène qui s'appelle l'ovulation, ou bien la phase ovulatoire. Ici, le deuxième schéma montre l'évolution des hormones sécrétées par l'ovaire, à savoir les oestrogènes et la progestérone. Le troisième schéma montre l'évolution, ou bien les modifications qui se déroulent au niveau de la muqueuse utérine. On va voir les détails dans le schéma suivant. On a oublié de déterminer ou bien de montrer que chaque cycle, il débute par un phénomène le plus évident dans les cycles utérin, c'est l'apparition des règles au début et à la fin du cycle, elle se caractérise par le même phénomène. Voilà, ce schéma montre le cycle ovarien qui présente toute une modification au niveau de l'ovaire. Le deuxième schéma montre le cycle des hormones ovariennes, à savoir les oestrogènes et la progestérone. Le deuxième schéma montre le cycle utérin et ses modifications. On va voir par la suite un détail de chaque cycle. Ce schéma montre l'évolution, ou bien les transformations qui se produisent au niveau de l'ovaire. On observe qu'il y a une activité cyclique qui dure 28 jours. Le 14e jour, on commence par la phase appelée la phase folliculaire, la phase d'ovulation, ou bien la phase ovulatoire, et la phase lutéale. Pour la phase folliculaire, comme on a déjà vu, au niveau de l'ovaire, plusieurs éléments ovoïdes de différentes tailles, ce qui montre qu'il y a un développement de ces éléments à partir des follicules primaires, secondaires, tertiaires. Ici, on a représenté uniquement le follicule tertiaire qui représente l'ovule à l'intérieur de ces follicules et le follicule mûr qui représente une cavité, toujours l'ovule à l'intérieur de ce follicule. Au 14e jour, ce follicule mûr s'explose et il y a une expulsion de l'ovule. On parle de phénomène d'ovulation. Après l'ovulation, on a une phase appelée phase lutéale qui est caractérisée par
un corps jaune qui se forme après la transformation du reste de follicules mûrs explosés. Maintenant, on passe à expliquer les variations des hormones ovariennes tout le long de ce cycle. Premièrement, au début du cycle, la concentration des deux hormones, à savoir les oestrogènes et la progestérone, cette concentration demeure constante et stable le moment du phénomène des règles, ou bien l'apparition des règles. Juste après les règles, on observe une augmentation très importante des hormones œstrogènes. À chaque fois, on utilise l'ostradiol comme hormone des oestrogènes. Juste avant l'évolution, juste avant l'ovulation, cette hormone, ou bien ces hormones, arrivent à une valeur maximale. Parallèlement, on trouve que la progestérone, sa concentration, reste constante durant cette phase appelée la phase folliculaire. Juste après l'évolution, on observe qu'il y a une diminution, une chute de l'hormone d'œstrogène et parallèlement, on observe une augmentation de la progestérone. Voilà. Cette concentration de l'hormone oestrogène reprend, puis il y a une diminution à la fois de la progestérone vers la fin du cycle qui est caractérisée par le phénomène ou bien l'apparition des règles. C'est ce qu'on a expliqué comme variation des hormones ovariennes. Toujours, il débute par une constance le moment des règles, une constance de concentration, élévation des oestrogènes et la stabilité de la progestérone. Voilà. Après l'ovulation, on a une augmentation de la progestérone et une diminution, une chute de l'hormone d'œstrogène, puis on reprend, cette concentration augmente un petit peu, puis il y a une descente de ces hormones, à la fois progestérone et des oestrogènes. Pour le cycle de l'utérus, on observe qu'il y a toute une modification, que ce soit dans la phase folliculaire et la phase lutéale. On observe, le moment des règles, il y a un abaissement, bien une diminution de l'épaisseur de la muqueuse utérine. Peut-être on peut expliquer ça par la suite. Il y a une déchirure des vaisseaux sanguins qui se trouvent au niveau de la muqueuse utérine. Puis, cet épaississement reprend juste après les règles. Voilà. Après l'ovulation, on observe qu'il y a une spiralisation des vaisseaux sanguins et la forme de la muqueuse utérine se transforme ou bien se modifie et prend des formes qu'on appelle des dentelles utérines. Voilà, on peut annoter ces différentes modifications. On a des règles au début du cycle, puis des glandes en tube, puis les vaisseaux sanguins qui ont une forme spiralisée, et la muqueuse est glycogène, et les dentelles, comme on avait déjà dit, il y a des dentelles utérines, et le cycle se termine encore par la règle qui représente le début du cycle suivant. Pour le bilan, l'appareil génital chez la femme est caractérisé par une activité cyclique, c'est-à-dire il se répète chaque mois, qui dure 28 jours presque, chez la plupart des femmes. La manifestation la plus évidente de ce cycle, c'est l'apparition des règles. On parle encore de menstruation, qui marque le début de chaque cycle. On a vu que chaque cycle est constitué de 3 phases essentielles, la phase folliculaire et la phase
ovulatoire, ou bien la période d'ovulation où il y a production de l'ovule, et la phase lutéale. Chaque cycle dure en moyenne 28 jours et se manifeste par une série de transformations qui permettent de distinguer un cycle à la fois ovarien et un autre cycle utérin. On a vu il y a quelques minutes qu'il y a des transformations au cours du cycle sexuel au niveau de l'ovaire et au niveau de l'utérus, chose qui nous pose à poser une hypothèse. Peut-être il y a une relation entre ces deux organes. On peut poser cette question, quelle est la relation fonctionnelle entre l'ovaire et l'utérus? On peut montrer cette relation, s'il existe, avec une série d'expériences qu'on va voir par la suite. La relation entre l'ovaire et l'utérus, pour mettre en évidence cette relation fonctionnelle, on peut réaliser une série d'expériences. Le tableau représente les résultats obtenus, ou bien les résultats de ces expériences. Analyser et interpréter ces résultats et essayer de déduire l'interaction entre l'ovaire et l'utérus. Je vous laisse un moment pour réfléchir et pour faire une analyse et une déduction. Bon, maintenant on commence à analyser et interpréter les résultats de ces expériences et déduire l'interaction entre l'ovaire et l'utérus. La première expérience, c'est l'ablation de l'utérus chez une rate pubaire. Le résultat, aucun effet sur les cycles ovariens. La deuxième expérience, ablation des ovaires, c'est-à-dire l'ovarectomie d'une rate pubaire. Il provoque un arrêt du cycle utérin et atrophie de l'utérus. Troisième expérience, greffe sous-cutanée d'un fragment de l'ovaire à une rate pubaire ovarectomisée. Le résultat, l'utérus retrouve son aspect normal et reprend son activité cyclique. La dernière expérience, c'est l'injection d'extrait ovarien à une rate pubaire ovarectomisée. On observe qu'il y a un développement de l'endomètre sans variation cyclique. On passe maintenant à l'interprétation. L'ablation de l'utérus chez une rate pubaire, on n'aura aucun effet sur les cycles ovariens. À votre avis, est-ce que l'utérus agit sur l'ovaire? Puisqu'il n'y a aucun effet, c'est-à-dire l'utérus n'agit pas sur le cycle ovarien. On va voir l'inverse. Si on fait l'ablation des ovaires chez une rate pubaire, on observe l'arrêt total du cycle utérin. Et on peut déduire que l'ovaire agit sur le cycle utérin en général. La troisième expérience et la quatrième montrent que l'injection d'extrait ovarien, le résultat de ces deux expériences, c'est l'utérus, elle retrouve son aspect normal et reprend son activité cyclique. Et le développement de l'endomètre sans variation cyclique. On peut déduire que de ces deux dernières expériences, que l'ovaire sécrète des hormones ou bien des extraits sous forme d'hormones et il agit sur l'utérus, que ce soit son développement après l'ovulation et avant l'ovulation. Maintenant, on va récapituler l'interprétation, on va faire un résumé de l'interprétation des résultats des expériences. Première expérience nous montre que l'utérus n'intervient pas dans la régulation du cycle ovarien. Pour la deuxième expérience, son résultat nous montre que l'ovaire est responsable du développement de la muqueuse utérine.
La troisième expérience montre que l'ovaire agit sur l'utérus par voie hormonale. C'est-à-dire lorsqu'on a injecté l'extrait de l'ovaire, on a toute une transformation au niveau de l'utérus. L'expérience 4 montre que la prolifération de l'endomètre varie avec la variation des sécrétions de l'ovaire, c'est-à-dire les hormones, à savoir les oestrogènes et la progestérone. Pour la déduction, on peut déduire de ces résultats que l'ovaire agit sur le développement de la muqueuse utérine tout le long du cycle sexuel. Par quoi? Par ces sécrétions hormonales, à savoir les oestrogènes, en particulier l'estradiol et la progestérone. Pour le bilan, ce bilan montre l'importance de l'ovaire dans le fonctionnement de l'appareil génital femelle. L'ovaire, comme on a déjà dit précédemment, c'est l'organe le plus important de l'appareil génital femelle. On va voir où réside cette importance. L'ovaire sécrète des hormones qui contrôlent l'activité cyclique de l'utérus. Comment? Les oestrogènes oestradiol, elles permettent le développement de la muqueuse utérine et activent la multiplication des glandes en tube et la croissance des capillaires sanguins. On va voir le rôle de la progestérone. Elle, à son tour, elle permet la continuation de l'épaississement de la muqueuse, la formation des dentelles utérines au niveau de la muqueuse, active les glandes en tube et accentue la spiralisation des capillaires sanguins. Ainsi prend fin la séquence d'aujourd'hui. Chers élèves, je vous souhaite bonne chance et bon courage.